Donc, merci beaucoup de nous recevoir en tant que, que IDE puisse se présenter aujourd'hui à ce workshop. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est de parler des évaluations contrôlées randomisées et notamment donc, de design et de taille d'échantillon, donc de notions de calcul de puissance qui sont liées à ces évaluations contrôlées randomisées. Et donc, pour parler de tout ça, je vais matérialiser tout ça avec le programme de 1001 mots. Donc, c'est un programme qu'on suit actuellement. 1001 mots, c'est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement des parents, donc des parents qui sont issus de milieux sociaux défavorisés. Et le but de cette association, c'est d'éveiller le langage de leur enfant, et notamment via des bonnes pratiques que les parents peuvent mettre en place au quotidien avec leurs enfants pour stimuler leur développement. Et donc, le programme, il se matérialise par le fait que l'association 1001 mots envoie 3 SMS par semaine pendant 8 mois à ses parents pour leur suggérer de façon complètement non prescriptive des bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place au quotidien. Donc typiquement, c'est important de lire avec votre enfant, c'est important de lui chanter des comptines, quand vous allez aux courses avec votre enfant, de nommer des légumes, etc. Donc voilà, de tout ce qui peut stimuler le développement de l'enfant et notamment l'engager. Dans ces SMS, il y a aussi des liens vers des photos, vers des vidéos qui permettent d'illustrer ces pratiques. Et enfin, 1001 mots envoie des livres aux parents, et généralement dans ces familles défavorisées, il y a peu de livres qui sont à disposition des enfants, donc il y a un envoi de ces livres, et en plus des appels de la part d'orthophonistes qui vont conseiller les parents et qui vont répondre à des interrogations qu'ils peuvent avoir au sujet du développement de leurs enfants. Et donc la question d'intérêt, c'est de savoir quel est l'impact de ce programme, de l'association 1001 mots, sur premièrement la pratique des parents, et notamment est-ce que les parents vont changer leur pratique quand ils reçoivent ces SMS, et notamment est-ce qu'ils vont plus lire à leurs enfants et plus parler avec eux, etc. Et ensuite, le second stage, c'est de dire est-ce que ce changement de pratique des parents, s'il a lieu, va permettre un meilleur développement des enfants, et notamment en termes de développement langagier. Donc 1001 mots, c'est un cadre assez parfait parce qu'il intervient en maternelle, donc c'est un cadre idéal de recrutement des familles, on est vraiment dans ce cadre institutionnel de l'éducation, et donc on a fait un appel à participation des maternelles qui sont situées en REP, REP+, parce que c'est un public qui a priori peut le plus bénéficier de l'accompagnement de 1001 mots. Et au sein de ces classes, on peut même se dire qu'on peut sélectionner des familles cibles vraiment en fonction de certaines caractéristiques et notamment de statut socio-économique via des données qui sont collectées en baseline dans ces classes. Donc voilà le cadre d'études, et donc maintenant on se demande quelle méthodologie est appropriée pour évaluer ce programme. Donc on fait partie de ID, de JPAL Europe, donc forcément nous ce qu'on utilise c'est la méthode de l'évaluation contrôlée randomisée, qui a pour but de créer 2 groupes de façon complètement aléatoire. Et donc, très simplement, vous connaissez le principe, c'est qu'on a un groupe qui va bénéficier de l'intervention, donc les parents qui vont recevoir les SMS, tandis que l'autre groupe de contrôle ne va pas bénéficier de l'intervention. Et en fait, donc, avec la loi des grands nombres, il se trouve que ces 2 groupes, en moyenne, sont similaires, sont identiques sur toutes les dimensions possibles. Donc, on pourra le vérifier sur des dimensions qui sont observables grâce à des données qui vont être collectées sur des questionnaires, etc. Mais aussi donc sur toutes les dimensions inobservables, ce qui va permettre donc la comparaison des 2 groupes et donc de déterminer ensuite, à l'issue de ce programme, l'effet causal du programme sur les dimensions d'intérêt, à savoir donc pratique des parents et développement langagier des enfants. Donc très simplement, comment ça se matérialise, c'est que on se dit qu'on est au niveau des classes, on a recruté des écoles maternelles, des classes, etc. Et donc on va tirer au sort au niveau individuel, donc c'est-à-dire au niveau de l'enfant ou au niveau du parent, donc c'est la même unité de tirage. Et on se dit qu'on veut stratifier par classe, c'est-à-dire que dans chaque classe, on veut que 50% des enfants et donc de leurs parents bénéficient de l'intervention, tandis que 50% n'en bénéficient pas et donc sont considérés comme individus contrôle. Donc c'est vraiment le tirage basique, très basique, qui peut être mis en place au sein de chaque classe. Donc un tirage au sort au niveau individuel. Et donc la question qui est de fond, qui est très intéressante et importante, ça va être de se dire combien d'individus, tests et contrôles, je vais avoir besoin de recruter pour pouvoir évaluer avec précision ce programme. Et donc là, c'est toute la problématique et l'objet de cette présentation. Et donc, ça fait appel à cette notion de puissance statistique. Et donc, pour parler de cette notion de puissance statistique, la question de fond, c'est finalement qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on évalue une intervention. Le but, donc, c'est de déterminer
et de démontrer l'existence d'un impact. Que celui-ci soit positif ou négatif, on veut démontrer cet impact. Et on suppose a priori, si on évalue ce programme, que a priori le programme il a un effet, et donc on veut démontrer quel est cet effet. Et donc quand on fait nos analyses, etc., on veut pouvoir affirmer avec le plus de confiance possible que l'effet du programme qu'on observe, il n'est pas dû à de la chance, simplement parce qu'on a tiré un échantillon sur lequel il y a une différence, mais que c'est bien un effet du programme. Donc, finalement, la puissance statistique d'une évaluation, ça va représenter la probabilité de détecter un effet quand, en effet, il y en a un. Voilà. Et donc, forcément, plus la puissance est élevée, moins on a de chances de conclure par erreur qu'un programme n'a pas d'effet, alors que dans la réalité, il en a un. Voilà, c'est le concept très basique de la puissance statistique. On veut être sûr vraiment qu'à la fin, quand on a fait nos calculs, on puisse dire avec confiance, oui, notre programme il a un effet, ou inversement, non, notre programme il n'a pas d'effet. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à cette taille d'échantillon? Donc, pour nous, je pense que la première étape qui est importante, c'est de se dire, voilà, on est dans un domaine en éducation, et en gros, quelle taille d'effet standardisée, globalement, est-ce qu'on peut espérer en général atteindre? Et en fait, il y a un papier qui est super intéressant, qui a été publié par Fryer en 2016, qui a fait une méta-analyse d'environ 200 évaluations contrôlées randomisées en éducation, un peu partout dans le monde, mais principalement aux États-Unis, sur différents, je dirais, sous-domaines éducatifs, c'est-à-dire par exemple la petite enfance, des interventions qui ont lieu à domicile ou des interventions qui ont lieu à l'école, comme par exemple du tutorat. Et en fait, ce qui est intéressant, et la conclusion qui est malheureusement pas très enthousiaste, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des effets très forts de manière générale en éducation. Vous voyez, donc là, ça représente le nombre d'évaluations contrôlées randomisées qui ont eu lieu pour mesurer les maths et le niveau de lecture des enfants, donc à différents âges en fonction des interventions qui ont lieu. Et vous voyez que globalement, ce n'est pas fameux dans le sens où l'effet global, il est quand même assez faible, les interventions, les effets quand même assez faibles. Et donc, là où les effets sont les plus forts, c'est généralement donc, dans la petite enfance et dans des programmes extrêmement intensifs, comme par exemple du tutorat très intensif. Et un exemple pour vous situer un peu qu'est-ce qu'on entend par très intensif, on a cette étude aux États-Unis, publiée en 2004, qui a pour but d'évaluer l'impact d'une séance de tutorat très intense pour les élèves qui sont les plus en retard en équivalent CE1, CE2 aux États-Unis. Donc c'est les plus en retard, donc ils ont reçu une batterie de tests pour être sûr que c'est bien en effet les enfants qui ont le plus besoin d'accompagnement. Et c'est un tutorat individualisé, 50 minutes par jour, 5 fois par semaine, pendant toute l'année scolaire, réalisé par des tuteurs qui sont extrêmement qualifiés et qui sont formés tout au long de l'année. Donc vous voyez un peu le truc, c'est toujours super intense, c'est pas très écologique dans le sens où reproduire ce genre de choses c'est difficile. Et donc les impacts de ce programme sont compris entre 55% d'un écart type et près de 2 écarts types. Donc en soi, c'est des effets qui sont forts, on est d'accord, mais c'est un peu l'objet de cet exemple, c'est un peu de le mettre en perspective avec l'intensité du programme qui est nécessaire pour avoir ce type d'effet, pour atteindre ces effets, et de se dire que la recherche interventionnelle en éducation, telle qu'on l'entend généralement ou telle qu'on la pratique dans nos quotidiens en tout cas, elle est souvent jamais aussi intense que ça. Et donc c'est important de se rendre compte qu'atteindre des effets aussi importants, c'est quand même assez rare, et c'est réservé souvent à des programmes qui sont tellement intenses qu'ils ont une validité qui n'est pas forcément écologique, comme je disais. Donc ça c'est donc la première étape, de se dire voilà, les effets en général en éducation. Et une deuxième étape qui est très importante, ça va être celle de contextualiser un peu plus le contexte de l'étude, c'est-à-dire de dire quelle taille d'effet je peux espérer par rapport vraiment à cette étude que je suis en train, que je veux évaluer. Donc la recherche interventionnelle en éducation, qu'elle soit en France, à l'étranger, elle est quand même très riche. On peut se comparer un petit peu l'évaluation qu'on est en train de mettre en place avec d'autres choses qui existent déjà pour se dire, bah, tiens, voilà, là je peux attendre ce genre d'effet. Donc nous, dans notre cas présent, dans le cas de 1001 mots, on a une première évaluation qui a eu lieu aux États-Unis, en Californie, assez récemment, et qui a évalué un programme SMS extrêmement similaire. Et en fait, c'est le programme qui a influencé la création de 1001 mots. Donc en fait, 1001 mots se base sur ce programme américain. Et donc, de la même façon, 3 SMS par semaine envoyés pendant 8 mois à des parents
donc issus de milieux sociaux très défavorisés, pour des enfants qui sont en école maternelle. Et donc là, qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est qu'ils observent donc des effets positifs sur les pratiques des parents, notamment changement de pratique de lecture, etc., 20 à 30% d'un écart type. Ils ont regardé également quels sont les impacts sur le développement des enfants, et pareil, on est dans le même ordre de grandeur, 20 à 30% d'un écart type. Il y a quelques années, donc avec une équipe au JPAL, on a également évalué exactement le même programme de 1001 mots, mais retranscrit en crèche. Donc c'est un peu différent de la maternelle. Donc voilà, les enfants sont inscrits en crèche, et pareil, 3 SMS par semaine pendant 8 mois. Et donc on a trouvé des effets sur les pratiques de lecture des parents, donc à nouveau 18 à 30% d'un écart type, ce qui valide complètement les effets attendus par rapport à l'étude américaine. Et par contre, on n'a pas trouvé d'effet sur le développement des enfants. Donc pas trouver d'effet, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément, que le programme n'a pas d'effet, mais en tout cas, on n'avait pas assez de puissance pour trouver cet effet s'il y en avait un. D'accord? Donc, globalement, quand on précise un petit peu voilà, les études qui sont similaires à celles qu'on veut évaluer, on voit un petit peu quels effets atteindre, et on est plus aux alentours des 20% d'un écart type. Et donc on se dit, on veut mettre en place une évaluation qui va se rapprocher de cet ordre de grandeur. Et j'en viens donc au point le plus important, qui va être celui de comment je vais calculer la puissance qui est associée donc, à cette évaluation. Donc en fait, le calcul de puissance, en soi, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a une formule statistique qui existe. Je ne vais pas forcément aller sur chaque point de la formule, ce n'est pas l'intérêt, mais c'est pour montrer un petit peu le principe. Donc, ce MDES, c'est l'effet standardisé minimum détectable. C'est l'effet minimal que l'évaluation elle va pouvoir détecter. Donc c'est vraiment le point, l'effet, la taille d'effet que votre évaluation, et notamment que la taille d'échantillon que vous allez utiliser, elle va pouvoir détecter. Et donc un exemple très simple, c'est que si l'effet véritable de 1001 mots, il est de 50% d'un écart type, c'est l'effet qui est vrai, il n'est pas observé, mais on se dit que c'est son effet véritable, mais que finalement mon évaluation, elle a une puissance qui va permettre de détecter uniquement des effets minimum de 70% d'un écart type, on est d'accord qu'en fait, il ne sera pas possible de détecter l'effet réel du programme, et on va conclure à tort que le programme il n'a pas d'effet, alors qu'en réalité il en a un. C'est juste qu'on n'a pas eu assez de puissance pour pouvoir l'observer. Et donc cet effet minimum détectable, il va dépendre, vous en doutez, donc de la taille d'échantillon, ce n qui apparaît dans la formule, et qui va influencer la taille de cet effet détectable. Donc très simplement, on a cette relation qui n'est donc pas du tout linéaire, et dans le sens où ici donc, on a comment évolue cet effet minimal en fonction du nombre d'individus qui sont recrutés pour participer à la recherche. Et en fait, on voit que généralement, on a très peu de puissance avec des petits échantillons. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je prends seulement 50 individus, on a un effet minimal de 80% d'un écart type. Et donc vous voyez en fait que si ça fait écho un petit peu aux slides précédentes sur les effets qui sont attendus de programmes en éducation en général et principalement de ce programme en particulier, on voit que avoir des petits échantillons, c'est très difficile de pouvoir observer des effets qui sont par nature assez faibles. Et donc par exemple, si je prends les 20% d'un écart type qui me servent un petit peu de base, de cible, on voit qu'on est plus proche des 1000 individus que de la centaine d'individus pour pouvoir observer cet effet minimal. Je complexifie un peu plus parce que c'est un premier point, mais en fait il y a d'autres facteurs qui vont encore plus diminuer la puissance. Malheureusement, donc c'est d'autres facteurs qui vont diminuer cette puissance, et notamment ce petit r qui est le taux de réponse aux enquêtes. Donc simplement, c'est la part d'individus qui, quand vous mettez en place votre évaluation, c'est la part d'individus qui, à la fin, vont répondre à vos questionnaires, etc. Donc finalement, l'inverse, c'est bien l'attrition, et donc c'est un gros problème. On sait bien que plus il y a d'attrition, moins la puissance, elle va être importante, parce que forcément, ça diminue l'échantillon sur lequel on va évaluer le programme à la fin. Et donc, ça va nécessiter de mettre en place des stratégies qui vont pouvoir
qui vont permettre de limiter cette attrition, par exemple de recruter plus, mais aussi de fournir des efforts, et donc des efforts, c'est souvent financiers, supplémentaires, pour que les familles, dans le cas présent les familles, répondent bien aux enquêtes à la fin de l'évaluation, et notamment via des incitations financières ou quoi que ce soit. Deuxième point qui est très important, c'est ce qu'on appelle cette différence de take-up. Donc la différence de take-up, c'est en gros le respect imparfait de l'assignation aléatoire. Donc en soi, c'est bien beau de se dire, bah, toi tes traitements, toi tes contrôles, mais finalement, il y a des gens qui ne vont pas forcément accepter cette assignation, dans le sens où, petit c ici, c'est la part d'individus qui sont assignés au groupe test, donc ils doivent bénéficier de l'intervention, mais finalement, ils n'en bénéficient pas. Donc pourquoi ? Bah, par exemple, dans notre intervention de 1001 mots, c'est de se dire que bah, y a des parents, en fait, ils nous ont donné les numéros, mais c'est le faux numéro, en fait. Et il y a des parents qui reçoivent les SMS, mais en fait qui les bloquent ou qui les lisent jamais, ils n'ont pas envie, ils se sont dit bah oui je veux participer, mais finalement ils ne participent plus. Donc tout ça, ça diminue finalement la puissance à nouveau de l'évaluation. Et inversement, on a aussi des individus qui sont assignés au contrôle, mais qui se retrouvent à bénéficier de l'intervention. Donc typiquement, je ne sais pas, on a un numéro qui devait être dans la liste des contrôles, mais qui se retrouve dans la liste des traitements, et finalement le contrôle bénéficie du traitement. Et donc, des fois, on peut l'observer, ça, qui passe de l'un à l'autre, mais dans la plupart des cas, on ne peut pas l'observer. Et du coup, en fait, de manière générale, c'est des gens qui doivent rester dans l'analyse. Les gens qui sont assignés au traitement, ils restent au traitement. Les gens qui sont assignés au contrôle, ils restent au contrôle. Et on fait de l'analyse sur tous les individus. Et donc, tout ça, ça va diminuer la puissance. On ne peut pas rejeter les individus qui ne se sont pas comportés comme on aurait voulu qu'ils se comportent. Et donc, pour schématiser ça, on a cette table. Tout à gauche, on a la colonne qui va représenter le nombre d'individus qui sont recrutés dans mon échantillon, donc qui va de 50 à 500. Et donc, cette colonne base qui est cet effet minimum qu'on peut détecter grâce à cet échantillon. Donc, on voit par exemple, si on est à 200 individus, on a un effet minimum détectable qui est de 40% d'un écart type. Alors, quand on prend en compte l'attrition, on voit qu'une attrition de 10%, ça augmente en moyenne de 5% la taille de cet effet minimal. De 30%, ça l'augmente de 20%. Donc on voit à quel point cette attrition, elle va pénaliser la puissance en augmentant cet effet minimum qu'on peut détecter. Et le take-up, c'est encore pire. On voit qu'en fait, un take-up de 80%, ça va augmenter de 25% cet effet minimal. Donc on voit à quel point il est important de prendre en compte ces paramètres au départ quand on met en place, quand on crée notre évaluation. Et donc nous, pour 1001 mots, on s'est dit, on va prendre en compte, en fonction de ce que 1001 mots nous dit, en fonction de nos connaissances par rapport à des interventions qui ont lieu dans l'école maternelle, on se dit qu'on prend une attrition de 10% et un take-up de 95%. Et donc on voit que globalement, on augmente de 11% déjà la taille d'effet minimale qu'on peut détecter. Donc c'est important de se dire, finalement, on va devoir recruter beaucoup plus que ce qu'on aurait voulu, que ce qu'on aurait pensé à la base s'il n'y avait pas du tout d'attrition et que le take-up était parfait. Alors, un côté positif au moins, c'est qu'il y a des facteurs qui peuvent augmenter la puissance cette fois. Et donc ici, c'est le rôle de ce R carré en haut qui, en fait, prend en compte ces variables de contrôle. En fait, les variables de contrôle vont permettre d'utiliser tout ce qu'on appelle le pouvoir prédictif d'informations qui sont passées, donc qui sont généralement mesurées en baseline, pour réduire la variation inexpliquée de l'outcome qui est mesurée en endline. Donc, très simplement, ce qui est la meilleure variable de contrôle qui existe, c'est de mesurer l'outcome en baseline. Et de dire qu'en fait, le fait de mesurer l'outcome en baseline, ça va permettre de prédire en grande partie l'outcome en endline. Et donc ça va permettre de réduire la variation inexpliquée de l'outcome, et donc de gagner largement en puissance. Si je le matérialise par la même table, on voit que le pouvoir prédictif de mesurer l'outcome au début est extrêmement important dans la puissance. Par exemple, donc le R carré, c'est simplement la corrélation entre le baseline et le endline, mais que plus cette corrélation elle est importante, plus on gagne en puissance. Vous voyez, de manière vraiment significative, et donc c'est... je ne trouve pas mon mot. Mais en tout cas, pour 1001 mots, donc on a pris en compte une attrition de 10%, un take-up de 95% et des corrélations assez fortes parce qu'on utilise des tests qui sont très prédictifs entre le baseline et le endline.
Et en fait, quand on prend ça en compte, ça va diminuer globalement de 30% la taille de l'effet minimum qu'on peut détecter. Donc ce qui est quand même une très bonne chose. D'où l'importance vraiment de se dire, c'est important de mesurer des outcomes en baseline si vous le pouvez. Donc ça coûte plus cher forcément, mais ça gagne énormément en termes de puissance. Donc finalement, si on fait un tableau récapitulatif ici, selon la littérature globale, selon ma littérature particulière de ce type d'effet, je veux observer un effet de l'ordre de 20% d'un écart type. Si je suis en base, c'est-à-dire je prends en compte aucun des paramètres qu'on vient de voir, j'ai besoin d'environ 800 individus. Si je prends en compte uniquement attrition et take-up, j'ai besoin d'environ 1000 individus. Et par contre, si je prends en compte le pouvoir prédictif de mesurer un outcome en baseline, je tombe à près de 400 individus. Donc on voit la différence, qui est quand même assez énorme, de taille d'échantillon pour observer un même type d'effet. Donc en conclusion, on se lance dans une évaluation aléatoire contrôlée, un tirage au sort individuel, on a 50% des parents test, 50% des parents qui sont contrôle. On a une taille d'effet attendue d'au moins 20% d'un écart type selon la littérature. Et avec toutes les hypothèses sur les différents paramètres, on se dit qu'on va recruter 350 parents pour pouvoir observer avec confiance l'effet du programme. Ok, donc je n'ai pas complètement fini, parce qu'en fait, on fait un pilote, et en fait, il se trouve que dans ce pilote, on remarque que les parents parlent énormément entre eux, et il se trouve qu'en fait, ils échangent les SMS, etc. Donc bref, ça part, c'est un peu le bordel. Et du coup, ça ne sert plus à rien en fait, de randomiser au niveau individuel. Dans le sens où, si on fait ça, les parents testent, donnent les informations parents contrôle. Du coup, on n'évalue plus rien. Du coup, on doit passer au niveau de randomisation supérieur. C'est-à-dire qu'on doit randomiser au niveau de la classe. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces cluster randomization. Où on va créer des classes tests, et donc tous les parents et donc enfants d'une classe test vont bénéficier de l'intervention, et inversement des classes contrôle où aucun des parents ne vont bénéficier de cette intervention. Et donc c'est un exemple qui est similaire à beaucoup de vos sujets de recherche, où par exemple on essaie de former un enseignant, on est bien d'accord que former un enseignant, c'est former une classe entière, et donc on est vraiment dans ces designs de clusters, etc. Et donc ici, la formule se complexifie encore plus. Pourquoi ? Parce que premièrement, très simplement, c'est que ce grand N, la taille de l'échantillon, va se diviser en deux paramètres. Très simplement, J, c'est le nombre de classes, et ensuite petit n, c'est le nombre d'élèves qui sont recrutés par classe. Donc très simplement, en fait, ce grand N qui est nombre d'individus individuel se divise en classes et ensuite nombre d'élèves par classe. Et en fait, donc, ce qui est le plus important ici, et ce qui va vraiment pénaliser la puissance, c'est ce coefficient de corrélation intraclasse, donc ce paramètre ρ là, qui apparaît en haut de l'équation. En fait, ce coefficient, il va indiquer à quel point les élèves d'une classe ils sont similaires et comment cette similarité, elle va varier entre les classes. Donc, très simplement, ce paramètre, il varie entre 0 et 1. Et donc, pour imaginer la chose, si ce paramètre vaut 1, ça veut dire que tous les élèves d'une classe sont exactement identiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, si je veux avoir de l'information nécessaire pour évaluer l'impact de mon programme, il suffirait seulement de prendre un seul élève par classe, mais donc il va me falloir énormément de classes pour pouvoir évaluer l'impact du programme. On est d'accord ? Inversement, s'il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation entre les classes. Toute l'information, elle vient donc des élèves. C'est-à-dire qu'on veut recruter le plus d'enfants possible au sein d'une classe et recruter moins de classes pour évaluer l'impact du programme. Tout simplement, en fait, ce ρ-là, ce coefficient, il va rendre compte à nouveau de cette similarité des élèves et comment cette similarité, elle varie entre les classes. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et ce coefficient, généralement, varie entre 0,1 et 0,3 en éducation. Et il faut prendre en compte dans les calculs de puissance parce que ça va énormément varier les choses. Et j'en viens à cette slide qui en soi, c'est assez dur de se dire ah oui, on passe à ce genre d'échantillon, mais c'est extrêmement important. Et en fait, cette similarité, elle fait que, en fait, on voit ici que J, c'est donc le nombre de classes qui sont nécessaires pour évaluer le programme, et ensuite donc la variation de ce coefficient entre 0,1 et 0,3, pareil,
ce sont les effets minimums qu'on peut observer. Et en fait, on voit que si on cherche un effet standardisé minimum d'environ 20% d'un écart type, en fait, quand on fait une randomisation au niveau individuel, on a besoin de 350 familles, c'est tout. Mais par contre, au niveau de la classe, à cause de ce coefficient, etc., à cause du fait qu'on ne raisonne plus au niveau individuel, mais au niveau d'agrégat, on a besoin de 100 classes et donc de 1000 familles si on recrute 10 enfants par classe. Donc vous voyez un peu comment ça change énormément d'un design à l'autre entre l'individuel et la randomisation au niveau de la classe. Simplement parce que, à nouveau, voilà, c'est cet agrégat et qu'il y a des similarités qui existent au sein de ces agrégats. Donc, en conclusion de cette présentation, c'est que évaluer une intervention avec une évaluation randomisée contrôlée, ça va nécessiter de mettre en place un travail de préparation qui est extrêmement important en amont. Et donc tout d'abord, c'est de définir le design approprié et surtout le niveau de randomisation. Il faut s'assurer que si on a un niveau de randomisation individuel, est-ce qu'on va avoir des spillovers entre les parents, entre le traitement et le contrôle? Si c'est le cas, d'aller au niveau supérieur, ça dépend beaucoup de l'intervention, etc., mais de faire attention, quel est le niveau de randomisation que je choisis? Parce que forcément, ça va impacter la taille de l'échantillon et donc vraiment le budget de l'évaluation. Deuxièmement, c'est le travail de revue littérature, anticiper au maximum les effets qu'on pense pouvoir observer. Et donc, troisièmement, calculer avec soin la puissance, déterminer la taille de l'échantillon qui est nécessaire en prenant en compte tous les paramètres qui sont possibles et dont on a vu au cours de cette présentation, et surtout de réfléchir aux stratégies qui vont permettre de maximiser la puissance. On parlait de take-up, de limiter l'attrition. Il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, surtout avec les porteurs de projets, pour essayer de maximiser la puissance et de minimiser l'impact de ces paramètres, ou en tout cas l'impact négatif que ces paramètres ont sur la puissance. Et j'en viens forcément à la fin pour parler de IDE. Et donc IDE, il a en partie pour objectif justement d'accompagner au mieux les chercheurs, les chercheuses, les équipes de recherche qui souhaitent mener des évaluations contrôlées randomisées pour évaluer l'impact d'intervention dans le domaine de l'éducation. Et donc on donne des conseils sur le design, sur les calculs de puissance, mais aussi RGPD, IRB, protocole de collecte de données, tout ça. Donc notre but, c'est vraiment d'aider, mais aussi de former. On est là aussi si vous avez besoin d'organiser des formations sur calcul de puissance, design, quoi que ce soit, de chercheurs, de doctorants, post-doctorants, etc. On est là pour ça. Et du coup, depuis octobre 2021, on accompagne là, vraiment au quotidien 6 équipes de recherche justement là-dedans, dans la création de design, calcul de puissance, etc. Voilà, donc ça fait 30 minutes. Parfait. Merci beaucoup pour cette émission. Merci.